de revenir pour nous parler de ce sujet. Fin de partie, Requiem pour l'élection présidentielle. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre-Yves, de m'avoir de nouveau invité. Et puis, je suis assez content d'être parmi vous là, à ce moment, voilà, hein, lendemain de premier tour, pour parler effectivement de cet essai. Hein. Alors, je ne vais pas être très très long hein, ce soir, ça va être assez improvisé. Et puis, ça va être un peu ouvert sur la discussion, parce qu'on est vraiment un peu au cœur de ce qui se passe actuellement. Donc, il ne faudra pas hésiter, peut-être qu'on soit plus dans la discussion que dans l'exposé ex cathedra. Alors oui, j'ai écrit ce livre l'été dernier, pendant l'été, au mois de juin. On voyait déjà les choses un peu se dessiner. Hein. Macron déjà, hein, au mois de juin, qui quitte Hollande, tout ce qui se passait chez les Républicains, etc. Donc on voyait toute cette campagne se dessiner. Et j'ai écrit un peu cet essai, un peu peut-être aussi pour prendre un peu de recul par rapport à ce que je pressentais, à ce qui allait se passer, à l'hystérie qui allait redémarrer par rapport à cette élection présidentielle. Oui, je vais parler plus fort. Si vous voulez, alors l'idée c'est que voilà, beaucoup s'étonnent, beaucoup disent voilà, c'est absolument nouveau, c'est une élection extraordinaire, rocambolesque, etc. Bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est, je dirais, j'avais même pensé intituler ce livre après 2017, hein, pour tout de suite voilà, hein, se placer dans l'après. J'ai plutôt l'impression que c'est un achèvement, un point d'orgue, vous voyez, 2017. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'absolument nouveau. Hein. Personnellement, je suis né en 1965, donc c'est la première élection au suffrage universel. Hein. Et puis après, voilà, on en a vu des élections. Et il m'a semblé que, voilà, par rapport à cette espèce d'urgence, d'hystérie qui se profilait, il fallait prendre un petit peu de recul et de revenir un peu aux sources de la réforme voulue par De Gaulle en 62. Hein. Et d'essayer de prendre un petit peu de recul. On est dans l'urgence, hein, on est tous un peu aujourd'hui la tête dans le guidon, dans l'urgence. C'est ça le paradoxe. Hein. Voilà, bon, moi aussi je fais des choses dans l'urgence, hein, c'est des choses qui sont là, c'est des essais. Mais en même temps, voilà, il y a la nécessité de prendre un petit peu de recul pour comprendre ce qui arrive. Et donc je pense, si vous voulez, si le point de départ, c'est voilà, comment comprendre la contradiction entre, d'une part, une situation de la France qui est dramatique, et d'autre part, un débat, une proposition politique, des solutions qui ne sont pas à la hauteur de cette situation absolument dramatique. Voilà, c'est ça, l'impasse française, c'est comment comprendre cette contradiction. Hein, comment se fait-il que nous ne soyons pas capables de produire justement des réponses par rapport aux défis qui nous sont posés. Il me semble que c'est là qu'il faut vraiment qu'on prenne du recul par rapport à ça. Hein. Il ne suffit pas de dire le niveau baisse, hein, là, à la Zemmour, le niveau baisse. Oui, le niveau baisse, on est tous pris là-dedans, hein, nous aussi peut-être notre niveau baisse. Donc voilà, le niveau baisse, ça ne suffit pas. Il faut vraiment repartir en arrière, prendre un recul qui est à la fois temporel. La crise de l'élection présidentielle, pour la comprendre, je pense qu'il faut vraiment revenir à l'après-guerre. Hein. C'est pas 68 seulement, hein. 68 c'est beaucoup trop court pour comprendre les choses. Il faut revenir vraiment à la restructuration du système politique et partisan après 1945. Hein. Et donc aussi à De Gaulle et aux adversaires de Gaulle. Donc d'une part, il faut accepter de prendre ce recul temporel, et aussi il faut voir à quel point la crise, qu'on appelle souvent crise des élites, quelles élites, hein, c'est-à-dire voir à quel point ça ne suffit pas de remettre en cause les élites politiques et partisanes. Les élites qui ne sont pas capables de prendre en charge les défis qui sont posés aujourd'hui à la France, il faut aller plus loin. Quelles élites,
Hein, ça ne suffit pas de parler des élites en général. Hein, donc il y a effectivement peut-être des élites partisanes, il y a aussi les intellectuels, et il y a aussi les médias. Voilà. Hein, c'est les élites médiatiques, intellectuelles, politiques. Peut-être aujourd'hui on a l'illusion qu'elles n'en fassent qu'une. Hein, c'est justement le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les intellectuels sont médiatiques, les politiques sont intellectuels, etc. Hein. Donc il y a une crise qui est à la fois, comment dire, temporellement, qu'il faut reprendre voilà, de manière lointaine, et qui affecte beaucoup d'acteurs. Hein, beaucoup d'acteurs. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre le marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Sinon, je ne pense pas qu'on puisse le comprendre. Hein. Macron n'est que le terme d'un long processus. Hein. Voilà, ça ne suffit pas de s'exciter, de s'énerver hein, par rapport à nos contemporains, même si c'est nécessaire. Mais voilà. Et donc voilà. Alors l'idée c'est voilà. Cette crise que nous vivons, donc, elle n'est pas seulement d'ailleurs aussi une crise de la démocratie, hein, parce que souvent on dit, moi j'ai travaillé sur le populisme, hein, j'ai fait des livres auparavant sur le populisme, on dit souvent le populisme, crise de la démocratie, etc. Je pense que c'est encore plus profond. Je pense que c'est une crise plus fondamentale. Pas une crise simplement de la démocratie. La démocratie, après tout, ça n'est qu'un régime politique. C'est une idéologie aussi d'absolutiser la démocratie. Hein. On a des grands penseurs politiques qui n'ont pas absolutisé la démocratie. La démocratie, c'est un régime politique. Plus profondément, je pense qu'on vit une crise du politique. Du politique, c'est-à-dire de la capacité de penser et d'agir selon le bien commun. C'est ça la crise que nous vivons. Hein. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on est devenu incapable de penser et d'agir selon le bien commun? C'est plus profond que de poser simplement la question en termes de régime démocratique. Et donc, voilà, ça c'est pour, voilà, si vous voulez, un peu le point de départ de mon petit essai. Et donc, pour essayer de prendre ce recul et essayer de comprendre cette incapacité que nous avons collective à faire face aux défis qui nous sont posés, qui sont gravissimes, puisqu'ils mettent en jeu l'existence même du peuple politique français, hein, de la France, hein, bref, pourquoi est-ce qu'on est incapable de prendre ça, de faire face à ça? Je pense qu'on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas qu'il y a une dimension idéologique au sens dur du terme. Hein, on a dit la fin des idéologies, hein, les idéologies totalitaires, nous avons vécu la fin des idéologies. Mon hypothèse, c'est que eh bien, non, on n'est pas sorti des idéologies. On est sorti de, peut-être, entre guillemets, des idéologies totalitaires, nazisme, communisme, mais le paradoxe, c'est que la fin des idéologies, en fait, c'est plutôt une métamorphose des idéologies totalitaires, et on est en train de s'apercevoir qu'en fait, on a vécu, si vous voulez, sous une forme d'idéologie qui a créé, en fait, des dégâts considérables. Et les dégâts, c'est justement de détruire notre intelligence politique, notre capacité politique. Hein. Donc l'idée, c'est que, voilà, nous ne sommes pas sortis des idéologies. La fin des idéologies totalitaires, ça a été plutôt la recomposition, si vous voulez, d'une idéologie. Les idéologies totalitaires, finalement, si vous voulez, ont débouché sur une nouvelle forme d'idéologie que j'appelle, dans le livre pour faire court, hein, parce que c'est un essai qui est, si vous voulez, percutant, qui a été écrit rapidement, hein, c'est pas une thèse, etc. Hein. Et donc, cette idéologie que j'appelle l'idéologie réformiste. Hein. Cette idéologie réformiste qui est, si vous voulez, née des débris des idéologies totalitaires, qui est, comment dire, qui s'est construite par mimétisme concurrentiel par rapport aux idéologies totalitaires, et qui en fait a réincorporé la radicalité des idéologies totalitaires. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce que j'appelle l'idéologie réformiste
à réincorporer la radicalité des idéologies totalitaires et particulièrement de l'idéologie communiste. Bon, on pourra reparler de la généalogie. Donc, mon point, c'est le suivant. Après-guerre, si vous voulez, c'est reconstituer une idéologie que j'appelle l'idéologie réformiste, qui est une espèce de monstre, entre guillemets, de recombinaison, de bricolage, pardonnez-moi, c'est moi qui ai dû oublier d'éteindre le truc, de bricolage d'idéologie que j'appelle donc l'idéologie réformiste, dont M. Macron est un parfait représentant. D'ailleurs, il est parfaitement symptomatique que son livre s'appelle Révolution. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Révolution. Le réformisme, c'est la révolution poursuivie par d'autres moyens. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi on a autant de mal à se sortir de ça. Parce qu'on est face à quelque chose, en fait, de profondément idéologique. L'idéologie réformiste, sous ses aspects bienveillants, réformistes, respectant le pluralisme des partis, etc., en fait, a réincorporé finalement de cette manière la radicalité des idéologies totalitaires. Alors, l'idée, c'est parce qu'on oppose le réformisme à la révolution, voilà, effectivement, le réformisme n'utilise pas la violence, ne prétend pas modifier la société, prétend être, accepter le pluralisme du système partisan par rapport aux partis révolutionnaires. Donc voilà, on a une opposition classique entre partis révolutionnaires et partis réformistes que je remets en cause dans cet essai, en essayant de montrer, en fait, les partis réformistes ont réincorporé une idéologie et ont proposé un faux pluralisme. Parce que voilà, c'est ça la justification du réformisme, c'est de dire un parti réformiste, il accepte la pluralité, il accepte d'être dans un système partisan. C'est ça le réformisme. Il ne recourt pas à la violence, il accepte le verdict des urnes et il accepte la relativité de sa perspective. Voilà ce qui distingue le réformisme des partis révolutionnaires. Or, ce que j'essaie de montrer, c'est que les partis réformistes, démocrates chrétiens, socialistes, à travers l'évolution du socialisme, qui se sont opposés à l'idéologie totalitaire communiste, ont en fait, dans cette opposition, ont réincorporé en fait le dogmatisme et la radicalité totalitaire. Et aujourd'hui, ça réapparaît, si vous voulez, dans le combat contre le populisme. C'est quand même extraordinaire, ça. Les partis réformistes communient dans l'excommunication de partis populistes qui sont carrément pas acceptés à l'intérieur du système partisan, alors que ces partis populistes acceptent le pluralisme partisan, puisqu'ils acceptent le verdict des urnes. Donc ça se renverse, en fait. Le dogmatisme totalitaire, c'est M. Hamon qui a défini le Front National comme ennemi de la République. Ennemi. Donc, en fait, c'est eux qui sont dans la rhétorique totalitaire. Et c'est eux qui ne jouent pas le jeu du système partisan et pluraliste. Là, il y a un renversement absolument extraordinaire qui n'est pas noté et qui est absolument, et en même temps, inquiétant. Extrêmement inquiétant. Donc, maintenant, cette idéologie réformiste, je ne vais pas pouvoir, je ne le fais même pas dans cet essai, c'est extrêmement complexe. Il faudrait en faire la généalogie précise, il faudrait la définir, etc. Mais je pense que c'est un travail qui est devant nous. Parce que justement, nous mesurons en fait le caractère idéologique de ce mouvement. Mais nous ne le pensons pas encore complètement. Il y a plein de gens qui pensent de manière très intéressante, idéologie des droits de l'homme, multiculturalisme, etc. Bon. Mais c'est encore à penser, c'est encore devant nous de comprendre comment s'est forgée cette idéologie, et c'est ça qui peut nous expliquer la situation dans laquelle nous sommes et l'intolérance paradoxale
des représentants de cette idéologie par rapport aux différents populismes qui ne sont finalement que, si vous voulez, correspondent à un moment de recomposition des systèmes partisans, hein, mais qui n'est pas accepté par l'idéologie réformiste, qui repousse en dehors du politique ces mouvements, alors qu'eux-mêmes acceptent le pluralisme partisan. Hein. C'est pour ça que moi je parle de système, comment dire, de parti anti-système en m'appuyant sur Sartori. Un parti anti-système n'est pas un parti révolutionnaire, parce qu'un parti anti-système, il fait partie du système. Hein. Simplement, ce que dit Sartori, un parti anti-système, il marque une différence idéologique maximale avec les autres partis, mais sur le cadre, sur le principe du système partisan, il l'accepte. Alors que le parti révolutionnaire n'accepte pas le cadre du système partisan. Hein. Voilà. Donc, maintenant, quel est le contenu de cette idéologie réformiste? Quel est son contenu et quelle est, si vous voulez, la continuité avec les idéologies totalitaires? Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'idéologie réformiste est fondamentalement anti-politique. Elle est anti-politique, comme l'étaient les idéologies totalitaires. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie anti-politique? Une idéologie anti-politique, c'est une idéologie, si vous voulez, qui n'accepte pas le défi du politique, qui est finalement la délibération, qui est l'exercice de la liberté, qui est d'assumer le rapport aux circonstances, d'assumer le défi de l'avenir, et donc d'accepter une ouverture par rapport à l'avenir. Et voilà. Alors, quand on est, si vous voulez, dans l'idéologie antipolitique, eh bien, on a une finalité qui est fixée une fois pour toutes, et par rapport à laquelle le politique n'est qu'un moyen pour atteindre cette finalité. Donc on ne s'expose pas au risque de la liberté, au risque de la délibération, au risque de la pluralité. Hein. Et donc c'est ça ce qui fait le fondement des idéologies totalitaires. On va pour une finalité unique, la pureté du peuple, dans le nazisme, l'émancipation radicale de l'individu vis-à-vis de toute aliénation, dans le communisme. On va poursuivre une finalité, et ensuite la politique, ça sera juste développer des moyens pour atteindre ce but. Voilà. Hein. Et donc, c'est ça le caractère anti-politique des idéologies totalitaires. Et l'idéologie réformiste, elle est dans la continuité par rapport à ça, puisque le but de l'idéologie réformiste, c'est l'émancipation totale de l'individu. Et c'est là qu'il y a une continuité avec le communisme, avec l'utopie communiste. L'émancipation totale de l'individu, l'individu qui peut réaliser toutes ses capacités. On va détruire toute aliénation qui s'oppose à l'émancipation totale de l'individu, de classe, l'État, etc. Tout ça va permettre la réalisation totale des possibilités de l'individu. Eh bien, l'idéologie réformiste, elle a maintenu cette utopie, en fait, des idéologies totalitaires, l'émancipation totale de l'individu, et donc elle n'accepte pas la finitude de l'existence humaine, puisqu'on est mortel, et donc on ne peut jamais tout réaliser. Et donc elle a maintenu ça, et simplement le moyen a changé, le moyen qui dans, si vous voulez, le communisme était l'internationalisme, l'abolition de l'État, etc. Le moyen, ça va être aussi une forme d'internationalisme, ça va être l'Europe, l'individu d'un côté, l'Europe de l'autre, mais l'Europe qui est encore une médiation peut-être aussi avec le monde, si vous voulez. Donc l'idéologie réformiste actuelle, il y a l'individu d'un côté, le monde de l'autre, et il y a une continuité finalement avec l'internationalisme, et l'État, les particularités, les communautés, l'État-nation, tout ça c'est encore des obstacles à la réalisation totale de l'individu. Simplement, il n'y a plus la révolution, il n'y a plus de la violence, etc. Mais c'est frappant de voir à quel point cette espèce d'idéologie mondialiste poursuit finalement de certaine manière l'utopie communiste en un certain sens, qui passe par la destruction aussi de l'État. Voilà. Sous sa version aujourd'hui bienveillante et libérale macronienne, si vous voulez. Mais voilà, c'est ça. Donc, idéologie anti-politique, puisque la politique, elle ne vise pas la réalisation de l'individu. La politique, elle vise le bien commun. Elle a rapport à la communauté. Et qui dit viser du bien commun,
suppose forcément des sacrifices par rapport à l'individu, suppose un travail de l'individu sur lui-même, un renoncement, etc., pour aller vers le commun, et une amitié politique qui fasse que justement on soit capable de renoncer à des choses individuelles. Ce que j'appelle l'idéologie réformiste est donc anti-politique parce qu'elle vise, elle met comme finalité du politique l'individu. Mais la finalité du politique n'est pas l'individu, c'est le bien commun. Et donc c'est anti-politique en ce sens-là. Et les moyens de cette finalité de l'individu, c'est finalement le dépassement des États, en fait, et des démocraties. Donc d'un côté l'individu, de l'autre côté l'Europe, voire le monde, comme capacité, possibilité, moyen de permettre à l'individu de réaliser toutes ces possibilités. Ce qui est en fait une utopie. Une utopie qui nous fait retourner en fait vers une forme d'état de nature, parce que l'idée d'une liberté totale de l'individu, c'est en fait une forme de retour à l'état de nature. Donc voilà, je pense que pour comprendre, si vous voulez, comment dire, le dépérissement de l'offre partisane, il faut comprendre que les partis ont été petit à petit ont incubé cette idéologie réformiste, si vous voulez. Donc il y aurait tout un travail à faire pour montrer comment, si vous voulez, les partis ont finalement été la proie de cette idéologie réformiste, et le clivage gauche-droite s'est complètement estompé derrière le partage de l'individu. La gauche comme la droite vise l'individu. Simplement, il y a des moyens différents d'y parvenir. La gauche, c'est l'État qui va permettre la réalisation de l'individu, et la droite, c'est le libéralisme qui va permettre à l'individu de se réaliser. Mais tous partagent l'idée que c'est l'émancipation totale. Un exemple dans mon domaine, l'enseignement. Gauche-droite, quelle est la visée de l'enseignement? C'est l'individu, c'est l'élève. Et c'est l'élève, que ce soit la gauche ou la droite, il faut poursuivre l'épanouissement de l'élève, il faut lui proposer un parcours d'orientation, des options qui lui correspondent, etc. Et donc ça dépasse complètement le clivage de la gauche et de la droite. Ce sont les moyens entre la gauche et la droite qui vont différer par rapport à cette finalité d'émancipation totale de l'individu. Voilà. Donc, il faudrait montrer comment, si vous voulez, quels ont été les relais de cette idéologie réformiste. Donc il faudrait parler par exemple du rôle qu'a joué la gauche anti-totalitaire dans cette histoire. J'en parle dans le livre. Les nouveaux philosophes. Alors déjà il y a Sartre, Foucault, le Nouvel Obs, les nouveaux philosophes. La gauche anti-totalitaire qui va promouvoir l'individu face à l'État, si vous voulez. Le procès fait à l'État totalitaire va rejaillir sur l'État en général. Il va rejaillir en procès de l'État-nation en général. Et on va mettre contre ça la promotion de l'individu. Donc il faudrait regarder comment tout ça s'est passé. Ça serait, c'est déjà des travaux qui ont été faits là-dessus, très intéressants, et montrer comment cette idéologie réformiste va pénétrer petit à petit les sphères de l'État à partir justement de Giscard d'Estaing. Jusqu'à Mitterrand, elle va incuber sous Giscard avec les nouveaux philosophes, etc. Elle va continuer sous Mitterrand, cette idéologie réformiste. Et là, je ne peux pas du tout développer ça maintenant, et je ne fais que l'esquisser dans le livre. Après, Chirac, etc. Voilà, donc l'idée, c'est ça. C'est le pluralisme partisan, en fait, il n'est qu'apparent. Parce qu'en fait, les différents partis partagent une même idéologie, qui est d'un côté l'individu, de l'autre côté l'Europe et le monde, et la destruction de la nation qui est aliénante, etc. Et la critique du capitalisme devient secondaire par rapport à la critique de l'État-nation. La critique du capitalisme va devenir secondaire. Bien. Alors, l'idée, le centre du livre, comme on dit au cinéma, le climax, qui est le nœud du film, quand ça se renverse au scénario, c'est la guerre. C'est bien gentil tout ça, mais nous sommes en guerre.
Et donc, si vous voulez, c'est là que les choses, c'est là, à mon avis, que la période que nous vivons, c'est bien gentil, cette idéologie réformiste, d'un côté l'individu, de l'autre côté l'Europe. En plus, c'est des abstractions, hein, parce que l'individu est une abstraction. Hein. Cet individu, c'est un individu qui est pensé, si vous voulez, comme un absolu, comme autosuffisant. C'est pas un individu qui est pensé justement dans ses relations sociales, hein, comme justement comme construit par ses appartenances, etc. Donc c'est un individu abstrait. Hein. Donc d'un côté, cet individu abstrait qui est en fait le consommateur, hein, du capitalisme, etc. Hein. Donc d'un côté, il y a cet individu qui est, voilà, qui est un pseudo-individu, hein. Et puis de l'autre côté, l'Europe qui est un pseudo-État qui n'est pas souveraine et qui... Et voilà, donc tout ça c'est des abstractions, en fait, c'est idéologique, c'est idéologique. Tout ça, ça marche tant que on est protégé de la réalité. Parce que qu'est-ce qui permet à l'idéologie de fonctionner? C'est justement, elle nie la réalité jusqu'au moment où la réalité va la nier. Hein? Et c'est le moment que nous vivons. C'est le moment que nous vivons, hein. C'est ce que j'introduis, je crois, dans le chapitre 9 du livre. C'est le climax. Mais voici que la guerre fait aujourd'hui voler en éclats la promesse de l'idéologie réformiste. Hein. Parce que c'est bien beau l'individu absolutisé et puis un État qui n'en est pas un pour le protéger. Mais quand on entre dans le duel, dans la guerre, qu'est-ce qui se passe? Hein. Puisque la guerre, c'est justement aussi la possibilité de quelque chose qui dépasse l'individu. Hein. Faire la guerre, ça suppose que l'individu croit à quelque chose de plus grand que lui. Hein. Et c'est là que l'idéologie réformiste est prise, si vous voulez, au piège et dans sa contradiction. Hein. D'un côté, l'individu qui est une fin absolue en lui-même, comment est-ce qu'il peut mener la guerre? Et de l'autre côté, cet État soi-disant européen qui n'existe pas, comment est-ce qu'il peut aussi la mener? Hein. Donc voilà, c'est ça le pivot, hein, du livre, c'est « nous sommes en guerre ». Hein, on n'arrête pas de nous le répéter. Mais est-ce que les gens qui nous le répètent sans arrêt savent ce qu'ils racontent, en fait? Hein, ils répètent « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Mais le problème, c'est que l'idéologie dans laquelle ils sont, les rend incapables de penser la guerre. Puisque penser la guerre, c'est forcément penser la communauté. Hein, c'est la limite de toutes les théories utilitaristes de la société. Hein, si la société est purement voilà, liée à l'intérêt, etc., de l'individu, comment expliquer alors à ce moment-là le sacrifice de l'individu, hein, pour la communauté? Hein. Et donc voilà, le défi qui est posé aujourd'hui à l'idéologie réformiste, c'est le défi de la guerre, que je prends au sérieux. Hein, que je prends très au sérieux. Autant je ne prends pas au sérieux les gens qui répètent « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », sans savoir de quoi ils parlent, autant je pense qu'il faut prendre au sérieux la question que nous avons devant nous la guerre. À plusieurs niveaux. Hein, je distingue 3 niveaux dans cet essai. Il y a, je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, comment dire, la réapparition de danger, comment dire, d'une guerre extérieure, si ce n'est interétatique, en tout cas contre des groupes terroristes, mais appuyés par des États. Donc ce qui ramène à la question de la guerre extérieure. Hein. Je pense qu'il faut vraiment qu'on intègre ça. Hein, je veux dire, la situation qui est à nos portes, telle qu'elle va évoluer, il faut arrêter de se dire qu'on va s'en sortir avec quelques groupes de terroristes, etc. Hein, quand on lit des gens très avertis comme Boualem Sansal sur la situation de l'Algérie, on a devant nous, je veux dire, cocotte minute, voilà. Hein, donc il faut intégrer ça, il faut réintégrer cette possibilité, cette réalité de la guerre, y compris dans sa dimension interétatique, même si c'est à travers des groupes, etc. Donc il y a ça. Après, il y a la guerre au sens de la guerre civile, hein, au sens, effectivement, de la guerre civile, qui est aussi, hein, quelque chose qui est, comment dire, latent, hein,
les difficultés de la guerre civile, liées à l'immigration, à l'intégration, à des modèles complètement contradictoires qui s'affrontent, voilà, etc., comme ont été les guerres de religion, etc. Bon. Et puis il y a un troisième sens. Je pense qu'on est même en guerre encore plus fondamentalement, justement dû à l'idéologie réformiste, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre qui était pensée par les philosophes comme état de nature, justement, si vous voulez. Parce que le fait d'absolutiser l'individu, le fait de ne plus reconnaître tout simplement, par exemple, la règle de la majorité, etc., si vous voulez, c'est qu'on revient même à une guerre, comment dire, presque à l'état de nature. Voilà, l'unanimité, c'est le vieux thème du contrat social, l'unanimité fonde la règle majoritaire. La règle majoritaire ne peut pas se fonder elle-même. Une majorité ne peut pas fonder la règle majoritaire. C'est l'unanimité qui est nécessaire pour fonder la règle majoritaire. Or, cette unanimité repose sur une amitié politique, une filia politica, une amitié politique entre les citoyens qui fasse que on accepte, même si on n'est pas d'accord, la règle majoritaire. Parce qu'il y a une unanimité plus profonde qui nous unit, qui est de l'ordre justement des mœurs, de la nation, de ce que j'appelle l'archi-politique dans ce livre, et qui fonde en fait la possibilité de la règle majoritaire. Et c'est ça qui est aussi en cause aujourd'hui. C'est ça qui est aussi en cause aujourd'hui. À cause du règne de l'individu, de l'absolutisation de l'individu. Donc je pense que ça... Bon, après, il faut faire attention parce que, voilà, distinguer, voilà, il ne faut pas trop abuser des métaphores, il faut bien voir ce qui se joue à ces différents niveaux. Mais il n'empêche que, il me semble important de prendre conscience que nous sommes en guerre et que cette situation, elle ne va pas cesser. Et que l'idéologie réformiste ne nous prépare pas du tout à affronter cette situation. Et donc, pour progresser encore, si vous voulez, c'est un peu le point. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on pourrait se dire, voilà, Emmanuel Macron, c'est le triomphe de l'idéologie réformiste. Macron, c'est, voilà, tout le monde dit Macron, c'est nouveau. C'est hallucinant, c'est pas nouveau. Macron, c'est vieux. C'est hyper vieux, Macron. C'est comment faire du, voilà, du vieux avec soi-disant du neuf, mais c'est très vieux. Macron, ça commence à 74 avec Giscard d'Estaing. Mon hypothèse, optimiste, c'est que ça se termine en fait en 2017. Moi, je ne suis pas, si vous voulez, du tout impressionné par ce qui se passe là actuellement. Enfin, je crois qu'il faut, on assiste à l'effondrement de ça, à l'épuisement de ça, à l'effondrement de ça. Et c'est la guerre, et c'est le contexte extérieur qui va révéler ça très rapidement, si vous voulez. Si Macron passe, très vite va se révéler que le roi est nul. Et que l'idéologie réformiste, parce qu'elle n'a plus les conditions de possibilité extérieures qui permettaient cette idéologie. Parce que c'était quoi les conditions de possibilité extérieures? C'était la guerre froide, c'était la souveraineté, qui permettait à l'Europe de se bercer de cette idéologie de l'individu absolutisé et l'Europe. Il y avait des conditions extérieures. Ces conditions, elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Et c'est pour ça que surgit la guerre. Et donc, ce qui a permis à l'idéologie réformiste de se développer, c'est deux choses. C'est un, le fait qu'on ait reporté la souveraineté ou qu'on l'ait délégué aux Américains, voilà. Et d'autre part, la résilience du peuple français, qui a supporté cette politique de l'individu, et qui l'a contournée en même temps à sa manière, mais maintenant c'est fini, quoi. C'est fini. Donc, je pense que nous vivons la fin, le point d'orgue, 2017, c'est pour ça que je l'appelais après 2017, nous vivons le point d'orgue de l'idéologie réformiste chez M. Macron. Pour détourner le camarade Lénine, qui disait que le gauchisme, c'était le stade sénile du communisme, et Cohn-Bendit avait renversé en disant que, au contraire, c'était le communisme qui était le stade sénile du gauchisme. Et on pourrait dire que Macron, c'est le stade sénile de l'idéologie réformiste. Voilà ce que c'est que Macron. C'est le stade sénile de l'idéologie réformiste. Et je vous dis que ça relativement vite
pour s'en apercevoir. Je pense. C'est un peu engagé comme propos. Voilà. Je m'en remettrai. Voilà. Donc, je vais terminer sur un dernier point. C'est donc, si vous voulez, si on pense qu'on a effectivement un défi devant nous qui est finalement une forme de guerre qui est faite au peuple français. Ce que je dis, c'est qu'il y a une forme de guerre qui est faite au peuple français. Sur les trois points que je dis, guerre extérieure, guerre intérieure et guerre même contre soi-même. Voilà. Ça veut dire que pour sortir de là, sortir de cette situation, il faut retrouver ce que j'appelle la grande politique et pas la politique partisane. La politique partisane, elle suppose la paix. Elle suppose un cadre de la communauté qui est établi. Elle suppose la souveraineté et elle suppose une certaine unité, amitié, filia politique, puisque on accepte la règle majoritaire. C'est ça le paradoxe dans lequel on est. C'est que la politique partisane, elle a des conditions plus profondes, qu'elle ne crée pas elle-même, que j'appelle archi-politique, et que la grande politique aussi, ce que j'appelle la grande politique, maintient. La grande politique, c'est la politique dont De Gaulle a été capable, qui est capable de maintenir, si vous voulez, justement, la souveraineté et l'unité nationale d'un peuple. Ça, c'est la grande politique, qui maintient l'archi-politique. L'archi-politique, elle se construit par l'histoire. C'est pas juste... c'est quelque chose qui est... Voilà. C'est une unité des mœurs, etc. Et une souveraineté qui va se... Et après, la grande politique, régalienne, comme on dit, elle va maintenir, par l'art de la diplomatie, de la parole, de la guerre, etc., elle va maintenir cette unité archi-politique. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Ce qui est en cause, c'est cette unité. Et on a besoin d'une grande politique. Et la difficulté de la politique partisane, c'est que comment est-ce qu'elle peut fonder ce qui est sa condition de possibilité. Parce que ce qui est la condition de possibilité de la politique partisane, du système partisan, je ne critique pas. Il est tout à fait possible. La démocratie représentative, un système partisan pluraliste, peut exister et fonctionner. Mais il suppose un cadre lié à la souveraineté et à la filia politique, à l'amitié politique. C'est ce que dit Peggy, tout commence en mystique et tout finit en politique. Or, aujourd'hui, on est dans ce paradoxe. La crise est tellement profonde que la question qui est devant nous, c'est est-ce qu'un parti peut refonder les conditions de possibilité du système partisan lui-même? Je ne sais pas, ça fait déjà combien? Peut-être 40 minutes. Je vais peut-être m'arrêter là. Si ça vous... Question.